voudrais relever que cette liste électorale devait être publiée le 20, à la grande surprise de tous. De façon très diligente, le président de la CEI a estimé que la CEI a travaillé très rapidement. On nous ramène du 20 au 24. Là c'est un fait. Deuxième fait, c'est qu'on a constaté que 4 personnalités de l'opposition étaient exclues de cette liste. Mais pour moi, c'est un mauvais signal qu'on envoie déjà à l'extérieur. Pourquoi? Vous remarquez, il y a des principes fondamentaux dans ce qui concerne la démocratie. Et l'un de ces principes, c'est la tenue d'une élection inclusive, une élection transparente. Et déjà, à travers ces exclusions, on viole ce principe-là. Alors que la Côte d'Ivoire se veut un État démocratique, un État des droits. Donc on viole d'abord en excluant tous ces leaders de l'opposition. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, tous ces rapports contre la Côte d'Ivoire. Vous avez eu récemment le rapport de 21 instituts qui classe la Côte d'Ivoire sur 107, 179 pays. Donc, et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays à autocratie électorale. C'est-à-dire c'est un régime qui organise une élection tachée d'irrégularité, qui n'est pas démocratique. Vraiment, ce n'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Récemment encore, il y a eu l'Afrobaromètre qui a également interpellé la Côte d'Ivoire sur la manière d'organiser les élections. Donc il faudrait que nous puissions arrêter avec ces exclusions. Et deuxième chose que je voulais indiquer, c'est que nous sommes contemporains, nous sommes dans ce pays en tant qu'observateurs. Moi j'ai été un peu surpris qu'il y ait des exclusions encore en 2025. On sait que dans ce pays, des gens ont pris des armes pour lutter, dit-il, contre l'exclusion. Et le président Alassane Ouattara, quand il a accédé au pouvoir, il a même dit qu'il ferait tout pour ne plus qu'il y ait des exclusions en politique. Et aujourd'hui, nous constatons, et certains adoptent cela, qu'il y ait des exclusions, ce qui nous a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les maîtrisses de cette guerre sont encore là. On n'a pas encore fini de penser les plaies. Et nous continuons encore dans les mêmes voies, comme si on n'a pas tiré des leçons de l'extérieur. Je voudrais, si le monsieur permet, revenir sur des propos du président Alassane Ouattara qu'il a tenu le 30 novembre 2019 à Katoula. Il a indiqué qu'il n'y aura pas d'exclusion car c'est ces exclusions qui provoquent les crises. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent des candidats pour rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis là pour la démocratie et tout le monde pourrait être candidat. Mais quand le président de la République indiqué ça, que les institutions comme la justice ou l'institution chargée de l'élection excluent des gens, bon, je pars du principe que ces institutions fonctionnent librement et que ces institutions ont pris des décisions et que le dossier n'est pas encore au niveau du chef de l'État. Parce que, comme l'a indiqué mon ami tout à l'heure, il a espoir, moi aussi j'ai espoir, que quand ce dossier va tomber dans les mains du président de la République, comme cela a été fait en 2010, avec Laurent Gbagbo qui a pris l'article 48 au nom de la paix, pour que tout le monde soit candidat, je pense que pour la paix, quand le dossier sera au niveau du président de la République, lui-même qui a dit le 30 novembre 2019 à Katoula que quand il y a des exclusions, ça crée des crises, que lui, il ne pourra jamais permettre qu'il y ait des exclusions. Je pense qu'il ne permettra pas que des institutions puissent piétiner son engagement qu'il a pris solennellement. C'est un engagement que le chef d'État prenne, c'est un engagement qu'il a pris solennellement. On ne peut pas piétiner cet engagement-là. La Côte d'Ivoire a souffert des crises dues aux élections, dues à l'exclusion. Je pense que maintenant, il faut revenir, comme l'a indiqué l'opposition, pour qu'on s'assied au nom de la paix, pour trouver le juste milieu. Et puis bon, on avance pour que nous puissions éviter les crises. C'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Bletson Mathieu, je suis content. On appelle à l'ONU en saisissant le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Pour vous, l'organisation pourrait-elle changer quelque chose? Non, il fait fausse route. C'est pour ça que moi, j'aurais bien voulu plaider pour que, d'abord je le fais, pour que ces leaders politiques-là puissent être candidats d'une façon ou d'une autre. Et dans un cas comme dans l'autre, quand tu es président de la République d'un pays comme la Côte d'Ivoire, les histoires de séparation de pouvoir, les histoires de gestion démocratique, il faut souvent marcher un peu là-dessus. En France, par exemple, il y a Marine Le Pen qui a reçu une condamnation, ne pourra pas être candidate en 2025, ça passe. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu es président, ce que le juge décide, alors qu'il a fait en toute conscience, si tu veux tenir compte de la séparation des pouvoirs, tu ne dois pas intervenir, mais finalement, on va mettre ça sur ton compte. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, ceux qui sont victimes de cela, de par leur comportement, j'ai du mal à les soutenir, quand bien même je pense qu'en plaidant pour eux, on peut quand même aller un peu devant.
tiens, le fait de se balader, enfin, pardon, excusez-moi le terme. Juste se balader, Non, se balade. j'ai retiré mon mot. J'ai retiré mon mot. Non, non, j'ai retiré le mot. Poursuivez, allez-y, poursuivez. Voilà, le fait de saisir des institutions internationales, ou d'être sur le terrain, préparer les élections, bon, ça ne peut pas nous envoyer quelque part, c'est pas possible. De toute façon, à tout moment, on peut toujours dire que tu es candidat. Le problème, c'est que tu n'as pas été sur le terrain. Pour compétir, participer à une compétition, il faut avoir une équipe. Si tu ne prépares pas ton équipe, même si on te dit sur le feu vert, tu fais comment? Ensuite aussi, tout à l'heure, je me le disais, ça me gêne un peu de lier l'exclusion ou, comment on appelle ça, le fait que les gens ne soient pas sur la liste, de lier ça à la stabilité. J'aime pas beaucoup les menaces. Et de comparer à ce qu'on a vécu. Vous l'avez dit la dernière fois, mais ça, il était à un meeting. Il n'y a pas de contradiction quand il y a un meeting. L'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut en tenir compte. Et donc, c'est ça qui nous a envoyé ça. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas vraiment ça. Ça me gêne un peu. C'est les mêmes non, 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 c'est pas les mêmes. Non, 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 non. Quelle est la différence d'exclusion? Bon, laisse-moi parler alors, excuse-moi, voilà. Lorsque on décide que le président Ouattara, à l'époque président du RDA, ne puisse pas être sur la liste électorale, qu'il ne puisse pas candidater, il s'appelle Ouattara. On ne s'est pas limité à Alassane Ouattara. On a pris tous les Ouattara. Parce que tu vas nous envoyer des problèmes. On a même estimé que les Ouattara sont proches des Kone, on a mis les Kone dedans. À un moment donné, on a vu. Non, non, mais ce que dit, il faut avoir c'est le poursuivre, s'il vous plaît. Non, non, ce qu'il dit, c'est quand même. Il aille au bout de son argument. Non, si, il parle de l'ivoirité. Il parle de l'ivoirité. Nous sommes tous les arguments. C'est ça qui va envoyer. Répondre à ce qu'il est en train de dire. Merci de laisser terminer, s'il vous plaît. Parle d'une exclusion. À un moment donné, on a vu que ça va mal de dîner, c'est des tourés. Bon, bref, c'est tout ça qui va envoyer un certain nombre de crises. Ce qui va faire que pour tout le Nord, qui d'habitude était PDCI, mais était les plus PDCistes de la Côte d'Ivoire, c'est pas les Maoris. Ils ont été manipulés. Tout le monde sait qu'on a été manipulés. Ok, d'accord. Si vous continuez comme ça, moi j'explique. En Côte d'Ivoire, on a fait 2 élections qui nous ont envoyé des palabres. Oui. La première élection qui a envoyé palabres, c'était en 2000. En 2000, le président Ouattara et le président Bédié n'avaient pas eu leur candidature validée. Le président Laurent Gbagbo est allé aux élections avec le général Guéhi. Après les élections, et ça il faut bien parler parce que les gens ont l'impression que la CI a droit de pouvoir sur les élections, la CI a déclaré Gbagbo vainqueur. Guéhi dit qu'il ne veut pas. Ça envoie les crises. Et pour que Guéhi se retrouve la position de gagnant, Tia Kone, qui était président de la Cour suprême à l'époque, remplaçait la Cour constitutionnelle, a rayonné, a barré le scrutin à Gagnoa, Daloa, Soubé, bref, tout le pays bêté. En 2010, on n'a pas eu d'élection précédée de tension. Je me souviens bien du deuxième tour, le débat télévisé entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'est déroulé dans une convivialité énorme. On finit les résultats. La seule qui donne les résultats, Gbagbo dit qu'il n'est pas d'accord. Il donne à Yaoundé, qui bat tout le nord, tout le centre. Bon, voilà ce qu'il nous a. Donc, nous, notre problème n'est pas lié à la régularité des élections. Le système électoral en Côte d'Ivoire est tellement fluide. Et ces mêmes histoires de fraude de liste ont lieu pendant les élections municipales municipales, régionales et législatives. Ce sont des élections qui englobent des centaines d'Ivoiriens. Je n'ai pas vu un seul endroit où on a fini les élections, quelqu'un a pris son téléphone pour appeler son adversaire pour dire vraiment je te félicite, tu as gagné. Lorsqu'il y a, ne serait-ce que les dernières régionales et municipales, à Abidjan ici à Port-Boué, le PDC a gagné, PDC a triché. À Makori, PDC a gagné, ils ont triché. À Yopougon, RADP a gagné, on dit non, c'est tricherie. Partout où quelqu'un paie en Côte d'Ivoire, on dit c'est tricherie. Mais on n'a jamais les preuves de cette tricherie. Alors que notre scrutin est fait de sorte que chaque candidat a le résultat, les PV sont sur lui. Même si on te frappe sur le champ, mais après qu'on a fini de te frapper et que la calmie est venue, tu peux montrer quand même, voici mes PV, voici pourquoi je disais que j'ai gagné, mais on ne voit jamais, ni dans les municipales, dans les législatives, dans les régionales. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays où on a comme l'impression que tout marche bien, mais quand on approche les élections, surtout présidentielles, il va y avoir un peu de palabre. Aujourd'hui, moi, je ne prie pas pour qu'il n'y ait pas palabre, parce que je crois que c'est trop demander à Dieu. Il faut prier pour que palabre là soit petit. Si vous remarquez bien, les partis politiques qui n'ont pas leur nom sur la liste, c'est pour ça que moi je souhaite qu'on mette leur nom. Je souhaite qu'on mette leur nom parce que d'abord je ne vois pas en quoi leur présence peut gêner les RHDP techniquement quand tu analyses les choix sur le terrain. Non, une campagne, une élection présidentielle se gagne
dinosaure par dinosaure. C'est-à-dire dans chaque région, toi tu comptes sur qui? Voilà, ça ne se voit parce qu'on a fait beaucoup de vidéos sur TikTok, sinon d'autres personnes allaient être président avant nous. Non, je veux d'abord que ce problème soit réglé. Mais je vous le dis, quand on va les inscrire, ils vont dire qu'on pose les élections. On a vu ça en 2020. D'accord. Saint-Claver-Oula. Oui, C'est pas on va à présent écouter l'avis de Saint-Claver-Oula. En fait, merci Jérôme Ndri. je souhaiterais revenir sur quelques constats de certains de mes co-débatteurs ici. Lesquels? Mon confrère de droite, mon cher ami Sangaré, a dit tout à l'heure que l'opposition ne veut pas aller aux élections parce qu'elle veut forcément lier son destin à des individus. Mais oui. Donc elle n'a pas préparé l'élection. Oui, non, ce qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu dises qu'elle lie son destin à un individu. Ça, au moins, tu l'as dit. Oui, ça, je l'ai dit. Voilà, c'est de ça que je veux parler, en fait. Pour dire que, en fait, c'est des organisations privées qui ont été créées pour aller à la conquête du pouvoir. Un parti politique se crée pour aller à la conquête du pouvoir et ce parti politique va avec son champion. C'est comme un match de football, tout simplement. Les 11 qu'on classe sur le terrain, c'est ceux qu'on pense être susceptibles de remporter la victoire. Donc c'est clair que ces partis politiques positionnent des personnalités qu'on pense être les meilleures pour nous apporter la victoire. Et le RDR à l'époque l'a démontré. Le RDR s'est attaché au président Alassane Ouattara de 1995 à 2010. Le RDR n'a pas trouvé d'éléments de réchange au président Alassane Ouattara et des personnes même sont allées prendre des armes pour entrer en rébellion, pour imposer sa candidature aux Ivoiriens. Mais ils l'ont dit, les chefs rebelles qui étaient dans la rébellion ont dit nous prenons les armes pour que Alassane Ouattara soit candidat. Ça a été dit. Et ça, il y a eu même des faits qui l'ont démontré. On a vu des chefs. Attends. Si bien que ses adversaires ont noté une certaine acquaintance entre lui et ses rebelles. Et lui, entre les deux tours de la présidentielle de 2010, il a promis qu'une fois au pouvoir, il va diligenter une enquête. Une enquête pour que... Parce qu'on lui colle le fait d'être le père de la rébellion pour démontrer que lui, il n'est pas le père de la rébellion. Mais cette enquête-là, elle n'a jamais été faite. Bref, ça, c'est soit dit en passant. Aujourd'hui, moi, je pense que, surtout pour revenir au cas du ministre Tidjane Thiam, parce que quand la question a été posée tout à l'heure concernant la saisine du comité des droits de l'homme, mon aîné, il a dit Tidjane Thiam fait fausse route. Mais qu'est-ce qu'il aurait voulu que le ministre Tidjane Thiam fasse? Qu'il lève une rébellion parce qu'il est face, selon lui, à une injustice? Non. Les voies de recours il épuise les voies de recours qui se présentent à lui. Et le comité des droits de l'homme, effectivement, peut être saisi. C'est ce que Lula l'a fait. Lula a fait au Brésil et ce comité-là a demandé au pouvoir qui était là de réhabiliter Lula lorsqu'il a été, comment dirais-je, arrêté pour corruption et autres. Donc, il épuise tous les voies de recours qui se présentent à lui. La Côte d'Ivoire est partie prenante aux conventions qui créent ce comité-là, ce comité des droits de l'homme. Donc, il saisit ce comité des droits de l'homme. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager cela. Ben, bien sûr, parce que la Côte d'Ivoire est partie prenante. Et le ministre, d'ailleurs, l'a dit, nous restons à l'écoute. Nous attendons, puisque le ministre Tidjane Thiam a saisi le comité international des droits de l'homme de l'ONU. Donc, cela voudrait dire qu'effectivement, ils reconnaissent l'existence de ce comité-là, mais ils attendent la décision que le comité va prendre. Donc moi, j'encourage cela que d'encourager, comment dirais-je, l'insurrection, la rébellion et autres. Il faut plutôt encourager cela. Non, Sangaré Yacouba, bien avant que vous ne réagissiez, au-delà de Tidjane Thiam qui a saisi le comité des droits de l'homme, il y a Charles Blé Goudé qui a fait une sortie disant que le pouvoir fait un passage en force en les excluant ou en ne les réhabilitant pas sur la liste électorale, la CEI bien sûr. Qu'est-ce que vous faites comme commentaire de Non, moi je pense que c'est cette assertion?
Non, c'est de la surenchère politique. Je l'ai dit dans mon premier tour de parole que ces décisions qui ont été prises, le fait qu'ils ne soient pas présents sur la liste électorale découle des décisions de justice. Et à cet effet, je voulais préciser que quand on veut construire une démocratie, on la construit aussi sur le respect des règles du jeu. Et on fait une focalisation sur les individus, mais je vais dire que ce n'est pas ça forcément qui garantit la paix. Je vais juste prendre l'exemple de 2010. Notre Nelson l'a rappelé. En 2010, c'est une élection où tous les leaders politiques ont participé, mais c'est terminé comment? C'est terminé parce qu'on n'a pas voulu respecter les règles du jeu. Parce que le président Gbagbo a perdu les élections, on n'a pas voulu reconnaître sa défaite dans les urnes. Résultat des courses, 3000 morts. Et moi, ma philosophie, c'est la responsabilité qu'il faut. Pour moi, c'est pas la focalisation sur les individus, c'est la responsabilité des acteurs et la nécessité de respecter les règles du jeu. Je vais dire, le charme des grandes démocraties, c'est parce que tout le monde s'est pris au résultat des urnes et les gens respectent les règles qui sont édictées. Et les règles ont été édictées. On est en train de dire, et là je suis d'accord avec ce que le grand frère a dit, il ne faut pas penser que lier ça à faire référence à un passé précédent et le contexte n'est pas du tout le même. Ce qu'il dit, et je m'explique en faux contre ça, et par le passé, on se trouve dans une situation de crise profonde où il y avait un déni de nationalité d'une partie des Ivoiriens. Et ça, non, c'était l'ivoirité, ça c'était un fait, on est contemporain de ces faits, pas les nier. Et ça mettait en mal la fragilité totale de la structure de l'État de la nation ivoirienne. Donc, et ça, ce n'est plus le débat d'un individu, c'est le débat d'un peuple, d'une communauté qui s'est senti apatrie dans son propre pays à un moment donné. Parce qu'il y a eu une manipulation des vous faites beaucoup. C'est pas l'amalgame. C'est pas l'amalgame qu'on arrache les gens qu'on déchire. Non, je vais dire que moi je ne suis pas d'accord avec ce parallèle-là qu'il faut, alors que le contexte n'est pas le même. Non, ce n'est pas le même, c'est de l'amalgame. Et ça, c'est de la manipulation, il faut sortir de là. On n'est pas dans le même contexte. Et je l'ai dit l'autre côté, je l'ai rappelé. Et il y avait une situation où c'était une partie du peuple qui se sentait exclue dans son propre pays. Et c'est tout ça qui a engendré ce qui s'est passé. C'est une partie de l'histoire découvrée. Il ne faut pas qu'on revienne sur ça. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Maintenant, on est dans un contexte nouveau où on fait une démocratie, on respecte les règles ou pas. Maintenant, si on doit respecter les règles, on se conforme aux règles. Maintenant, à côté des règles, il y a ce qu'on appelle les arrangements politiques. Mais on ne fait pas de la surenchère. Si on veut une amnistie du chef de l'État, on met le mécanisme qu'il faut pour avoir cette amnistie. Il y a par exemple un projet de loi. Ça coûtait quoi aux députés de l'opposition d'introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale d'amnistie? Si vous introduisez ce projet de loi et qu'après le gouvernement refuse de faire, vous pouvez dire, ah, les gens ne veulent pas. Vous ne faites pas, il y a ce mécanisme, vous ne l'avez pas fait. Et plus encore, vous êtes discrédité pendant la conduite du processus en avançant des arguments sans preuve. Au finish, vous ne donnez pas le sentiment d'être crédible. Même le dialogue dont on parle, on construit le dialogue sur quoi? On construit sur le dialogue en remettant en cause tout le système électoral, en mettant en cause tout le dispositif électoral, en mettant en cause les institutions. Non, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on construit la démocratie sur ce qui est existant qu'on renforce. Or, le chemin de l'opposition, c'est quoi? On parle de dialogue, on parle de dialogue. Le dernier meeting du 31 mai, c'était quoi? On va dissoudre la CEI, on va auditer la liste électorale, on va reprendre tout, mais on soit sérieux, on ne peut pas. Je vous dis, un gouvernement responsable, il a aussi l'obligation absolue de préserver la stabilité. Et l'un des meilleurs moyens de préserver la stabilité, c'est de respecter le délai constitutionnel. Il faut aussi que l'opposition intègre ça aussi. Parce qu'on ne va pas conduire le pays selon les desiderata d'un groupe d'individus. Et je l'explique, on l'a dit, il y a 8,7 millions d'électeurs sur la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire, c'est près de 30 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 20 millions de personnes qui ne vivent pas de la politique, qui ont envie que le pays soit en paix, pour qu'ils mènent leur vie tranquillement, mènent leurs activités. Pourquoi vous voulez que pour des intérêts politiques, on puisse prendre le pays en otage pour cela? Non. Oui, moi Jérôme Dri, pour terminer sur ce sujet. Non, pardon, je suis un peu surpris. On termine. Une minute, on a un impératif de temps. Je suis un peu surpris quand Sangaré parle du respect du jeu démocratique. Mais Sangaré, nous sommes tous contemporains dans ce pays. Il y a un arrêt qui avait été pris à l'époque qui interdisait quelqu'un d'être candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu une rébellion qui a obligé les tenants du pouvoir à l'époque
Cet arrêt était un abus. C'était un abus. Oui, mais quand ça vous arrange, c'est... Et l'homme qui a pris l'arrêt est revenu sur sa décision plus tard. Non, Sangaré. Tchapona a reconnu s'être trompé. Il a reconnu s'être trompé. Quand ça vous arrange, quand ça vous arrange pas, c'est un abus. Quand ça vous arrange, ça c'est le droit. Non. Il faut pas essayer d'analyser de façon comme un daltonien les règles de jeu. Il y a pas de façon objective. Quand tu parles de règles de jeu, mais nous sommes ici en Côte d'Ivoire en 2010. Il y a des gens qui ne pouvaient pas se présenter à l'élection présidentielle parce qu'ils ont été frappés par une décision de justice. Une décision arbitraire. Non. Très arbitraire. Parce que tu ne peux pas accepter. Non, c'est ça. Tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a été premier ministre de ce pays, qui a été gouverneur de la BCO pour la Côte d'Ivoire, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 3 ans, devient subitement non-ivoirien. Mais c'est parce qu'on vient ici, on veut pas comment, Sangaré. Je ne me dédie pas son nom. Parce que quand tu parles, celui qui a dirigé le Bénin, il a été ministre de l'Infrastructure. Un matin, on dit non, qu'il n'est pas. C'est un amalgame dangereux. Personne n'a dit. Tidiane Thiam a pris la nationalité française à un moment donné. C'est ça que les questions. Il n'a pas de la nationalité française à un moment donné. Il a pris la nationalité française en 2007. Ça, c'est ta lecture de la loi. C'est pas ma lecture. Pourquoi il a refait le congrès? Vous avez refait le congrès. Vous avez fait le congrès le 9 pour contrôler la décision. Parce qu'il savait que c'était pas bien. Parce qu'il savait que la décision le rattrapait. Sangaré, Jérôme Dri, je suis obligé de mettre fin à cette Je ne suis pas d'accord avec ces avis. On laisse Jérôme Dri terminer en 30 secondes. Non, je suis surpris qu'on parle du respect du jeu démocratique. Le respect du jeu démocratique a commencé hier. Depuis 2010. On a France, c'est le jeu démocratique, où des décisions du juge devaient être appliquées à partir d'une rébellion. On a forcé la main des gens à prendre l'article 48 pour que, au nom de la paix, pour que tout le monde soit candidat. Aujourd'hui, on revient, vous trouvez que cette décision était arbitraire, mais non. Les mêmes faits produisent les mêmes effets. Faisons attention. Donc je pense qu'on lit. Non, on ne fera pas de rébellion. Moi, je sais pourquoi tout à l'heure, tu as parlé, l'autre t'a demandé. On va clore là-dessus. Tu ne peux pas fluctuer que l'autre, qu'on avait dit, ait saisi l'ONU. Moi, je trouve ça fluctuer. Parce que c'est une position disciplinée qui ne veut pas faire la rébellion comme les autres. Jérôme Dri, merci Sangaré. Jérôme Dri, merci infiniment. On va absolument et maintenant partir pour les États-Unis, où le président Donald Trump a signé un nouveau décret interdisant à 12 pays l'accès au territoire américain.